Nous allons voir maintenant les généralités concernant les articulations. Alors, une articulation va permettre donc un mouvement et elle est formée de l'ensemble des éléments qui permettent l'union entre deux os, en règle générale contigus. La plupart du temps, effectivement, ce sont deux os. On peut avoir également des articulations qui peuvent mettre en jeu trois os avec trois surfaces articulaires. On appelle arthrologie la science qui étudie ces articulations. Et d'un point de vue anatomique, une articulation présente une surface osseuse dont la forme va déterminer le mouvement, des parties molles interosseuses que nous décrirons, qui sont en règle générale les éléments qui permettent aux deux os de se maintenir ensemble, et les parties molles autour des os qui sont les muscles qui vont permettre, eux, la mobilité. Alors, la classification de ces articulations peut se faire selon plusieurs critères. En règle générale, c'est une classification morphologique. C'est ainsi que l'on peut distinguer les synarthroses, qui sont des articulations dont la connexion entre les deux os va se faire par un tissu conjonctif. Et on aura ainsi, selon le type de tissu conjonctif, des articulations fibreuses ou cartilagineuses. Beaucoup plus élaborées sont les diarthroses qui vont comporter une synoviale avec des éléments que nous décrirons ultérieurement. Alors, synarthrose, syn veut dire ensemble. Les surfaces osseuses sont très proches, pratiquement en contact, et entre les éléments osseux, nous l'avons dit, nous trouvons un tissu fibreux ou cartilagineux. Et bien sûr, étant donné que ce ne sont pas des articulations très élaborées, on aura des mouvements d'une amplitude limitée. Alors, dans les articulations fibreuses, eh bien, le tissu est conjonctif entre les surfaces articulaires, c'est un tissu fibreux. C'est ainsi que nous pourrons distinguer parmi ces articulations fibreuses les sutures, les gonphoses et les syndesmoses, qui sont trois sous-classes d'articulations fibreuses. Dans les articulations cartilagineuses, nous allons avoir entre les éléments osseux un cartilage hyalin ou parfois carrément un disque fibro-cartilagineux. Et dans les sous-classes, si j'ose dire, de ces articulations cartilagineuses, nous trouverons des synchondroses et les symphyses. Les sutures. En règle générale, les sutures articulations fibreuses sont limitées au crâne. Les bords des os vont être séparés par un tissu conjonctif qui va former ce que l'on appelle le ligament sutural. En règle générale, immédiatement après la naissance, ces sutures sont des articulations très flexibles. Par contre, elles vont s'ossifier et on aura une ossification plus ou moins complète de ces ligaments suturaux à l'âge de 12 ans. Et ces sutures vont former ce que l'on appelle une synostose. Voici des images qui vous montrent des sutures dentelées avec engrainement des dentelures osseuses. C'est ce que l'on trouve par exemple au niveau de la suture fronto-maxillaire. Et vous voyez que ça, ce sont des pièces anatomiques de crâne. Alors, parmi ces articulations fibreuses, on peut avoir un bord d'os qui va rentrer dans un sillon de l'os voisin. C'est ce que l'on voit au niveau du vomer, qui va rentrer dans le rostrum de l'os sphénoïde, qui est un os de la base du crâne. Voilà, quand on a une gonphose, c'est un cône qui va s'abriter dans une cavité. C'est l'exemple typique de la dent qui va rentrer dans l'os de la gencive, comme vous le voyez sur le schéma de cette diapositive. Et dernier exemple d'articulation fibreuse, ce sont les syndesmoses, c'est-à-dire des membranes interosseuses qui vont permettre aux deux os de rester en place. C'est ce que l'on trouve entre le tibia et la fibula au niveau du membre pelvien ou le radius et l'ulna au niveau du membre thoracique. Alors, exemple d'articulation cartilagineuse, ce sont les synchondroses, c'est-à-dire les éléments osseux vont être mis par un cartilage hyalin ou un disque fibro-cartilagineux. C'est ce que l'on trouve au niveau des différentes pièces du sternum et c'est ce que l'on trouve également au niveau du sacrum, comme vous le voyez. La vue en haut est une vue de l'extrémité du fémur chez un enfant, puisque l'on voit très bien au niveau de la métaphyse la zone de croissance. Nous trouvons également des synchondroses au niveau du crâne, entre les différents os du crâne.
Encore un exemple d'articulation cartilagineuse, ce sont les symphyses. Les surfaces osseuses sont recouvertes d'une mince couche de cartilage myélin. En règle générale, elles sont en position médiane et elles permettent ainsi une articulation entre deux os qui vont se réunir sur la ligne médiane. C'est ainsi que l'on trouve la symphyse au niveau du menton, entre les deux branches de la mandibule, une symphyse pubienne entre les deux pubis au niveau du bassin. Et là, bien entendu, il y a ce sont des articulations, mais avec des mouvements qui sont très limités. Voici un exemple sur ces deux vues de la symphyse mentonnière et de la symphyse pubienne. Plus compliqué mais plus élaboré et permettant un mouvement plus ample, ce sont les diarthroses ou articulations synoviales. Alors, d'un point de vue morphologie générale, elles peuvent être simples, c'est-à-dire qu'on va trouver deux surfaces articulaires en regard. On peut avoir au contraire plusieurs surfaces articulaires entrant dans la même articulation, au niveau de cette même articulation. Et elles peuvent être au contraire complexes, c'est-à-dire qu'elles vont comporter entre les surfaces articulaires des ménisques ou des disques articulaires. En dessous, vous voyez que ces surfaces articulaires sont encroûtées d'un cartilage hyalin, que nous avons une cavité remplie d'un liquide synovial sécrété par une membrane synoviale. Et cette membrane synoviale, en règle générale, s'insère autour des surfaces articulaires, comme on voit le petit trait rouge, s'insérer au ras du bleu du cartilage hyalin, et le tout étant recouvert d'une capsule articulaire ou membrane fibreuse qui va maintenir le tout et fermer l'articulation comme un manchon en courant d'une surface articulaire d'un os à l'autre. Alors, ces surfaces articulaires peuvent être, ces diarthroses plutôt, ou articulations synoviales, peuvent être classées selon leur type articulaire, leur surface articulaire qui est différente, ou selon les types de mouvements. Alors, les types de surfaces articulaires, on va pouvoir trouver des surfaces articulaires complètement planes, ou sphéroïdes, ou ellipsoïdes, c'est-à-dire condylères, c'est ce que l'on trouve par exemple au niveau de la flexion-extension du coude, enfin au niveau du coude plutôt, des gynglimes, qui sont des trochléennes, que l'on trouve également au niveau du coude, des bicondyliennes quand on a affaire à deux condyles, des trochoïdes quand on a affaire à une articulation qui va tourner dans un cylindre creux, nous allons voir ça tout à l'heure, ou des articulations en selle ou par emboîtement réciproque. Ces articulations qui sont donc des articulations élaborées vont permettre tous les types de mouvements selon leur conformation, parce que la conformation des surfaces articulaires va déterminer un type de mouvement. Mais on va trouver au niveau de ces articulations des possibilités de flexion-extension, seules ou associées à d'autres mouvements comme l'abduction-adduction. L'abduction, c'est le mouvement qui écarte le membre du plan médian. L'adduction, c'est celui qui le rapproche du plan médian. Une rotation et l'ensemble de flexion, extension, abduction, adduction et rotation s'appelle la circonduction. Voilà, sur des petits schémas mécaniques, ce que l'on peut voir au niveau des articulations. Alors, si les articulations sont planes, eh bien, on va avoir des mouvements de translation ou d'avant en arrière. Ce sont des mouvements en général que de glissement. Les trochoïdes, je vous le disais, c'est un cylindre qui va tourner dans un cylindre plein qui va tourner dans un cylindre creux. Les trochléennes ou gynglimes, ce sont celles qui vont mettre une trochlée en regard d'une cavité qui vont permettre des mouvements de flexion-extension. C'est ce que l'on trouve par exemple au niveau du coude, de l'articulation du coude, vous le voyez à gauche. Les ellipsoïdes ou condylaires, vous avez un élément creux dans lequel un élément rond, plus ou moins aplati, va pouvoir avoir un mouvement, va pouvoir tourner ou avoir une flexion-extension, selon les muscles qu'il a. C'est ce que l'on trouve au niveau des articulations métacarpophalangiennes. Les articulations en selle ou par emboîtement réciproque sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Il faut imaginer une selle de cheval sur laquelle nous allons mettre un deuxième élément en creux qui va venir s'emboîter sur cette selle.
Là, les mouvements sont plus complexes et sont donnés par cette surface articulaire particulière. C'est particulièrement l'articulation que l'on trouve entre le trapèze et le métacarpien au niveau du premier doigt. À droite, les sphéroïdes, c'est une sphère qui va tourner dans une cupule. C'est ce qu'on va trouver au niveau de l'articulation scapulo-humérale, c'est-à-dire de l'épaule, entre l'humérus et la cavité glénoïdale de la scapula, et entre la tête fémorale et la cavité de l'os iliaque. Alors, dans cette diarthrose, les mouvements possibles, on l'a dit, flexion-extension, c'est ce que l'on a en haut à droite, c'est-à-dire vraiment au niveau du coude, c'est ce qu'on trouve au niveau du coude avec une trochlée. Un glissement en bas, en dessous, quand elles sont planes. Une mobilité selon plusieurs axes quand on a une articulation en selle, ou une circonduction, comme en haut à gauche, au niveau fémoral, où on a une tête dans une cavité creuse, une cavité articulaire creuse. Alors la circonduction étant le fait que l'on puisse avoir tous les mouvements, c'est-à-dire flexion, extension, abduction, adduction et rotation. Donc les éléments d'une articulation, ce sont surtout les surfaces articulaires. Ce sont des éléments qui sont fondamentaux. D'habitude, dans une articulation, on a deux surfaces articulaires en regard qui sont dites congruentes, c'est-à-dire que le moulage de l'une est vraiment le négatif de l'autre et que leurs deux surfaces articulaires collent parfaitement bien au niveau dimension et forme. Cependant, parfois, les surfaces articulaires peuvent ne pas être exactement conformes et on verra qu'à ce moment-là, on a un agrandissement et un ajustement d'une surface articulaire par un labrum, qui est un bourrelet cartilagineux que l'on trouve évidemment à l'état frais. Voilà, l'exemple c'est l'exemple de la tête humérale qui ne colle pas exactement à la forme de la cavité glénoïdale, qui elle-même va être approfondie et plus harmonieuse pour recevoir cette tête humérale parce qu'elle est entourée de ce labrum glénoïdal. Et la tête humérale, elle, ressemble à un tiers de sphère. Donc après les surfaces articulaires, on a le cartilage hyalin qui va recouvrir cette surface articulaire. Et il est très important parce que vous voyez que la surface de ce cartilage est proportionnelle au degré de mobilité de l'articulation et que l'épaisseur de ce cartilage est proportionnelle à la pression qui va être supportée par l'articulation. Donc, ce cartilage hyalin a une fonction importante puisque grâce à ses propriétés mécaniques qui sont la résistance et l'élasticité, il va permettre le mouvement des surfaces osseuses sans qu'il y ait de frottement. Il va permettre la distribution et l'amortissement des forces de pression que va recueillir cette articulation. Et il va réaliser, on l'a vu, la congruence parfaite entre les différentes surfaces articulaires en présence. Voilà un exemple. Au niveau de l'articulation fémoro-patellaire et fémoro-tibiale, c'est-à-dire au niveau du genou, et à droite, la cavité glénoïdale de l'articulation scapulo-humérale. Alors, ce cartilage articulaire peut être également, on peut se surajouter, si j'ose dire, dans ces articulations, un cartilage hyalin intra-articulaire que l'on appelle un disque ou fibrocartilage, ou que l'on appelle ménisque au niveau du genou. Ce fibrocartilage va permettre une fonction supplémentaire dans le mouvement de l'articulation. Alors, sur cette vue, vous voyez que ce cartilage, quand en haut il est usé, il n'existe pas, en bas il existe, il va permettre de recueillir une certaine pression. Et à droite, vous avez en coupe une articulation qui vous montre parfaitement bien un ligament intra-articulaire, ce que l'on peut également rencontrer entre les surfaces articulaires. En vert, vous avez la cavité synoviale. En bleu, le cartilage articulaire, la membrane synoviale qui est en rose foncé, la capsule en rose beaucoup plus clair, et l'élément le plus externe, c'est le ligament ou capsule articulaire. Et là, vous êtes sur une articulation
synoviale, donc une diarthrose. On l'a dit, un labrum peut augmenter la surface articulaire ou la rendre plus adéquate à sa surface articulaire en regard. C'est ce que l'on trouve au niveau des articulations gléno-hémérales et coxo-fémorales, où les cavités sont augmentées et approfondies pour une meilleure coaptation entre les deux surfaces articulaires par un labrum qui est un cartilage articulaire qui se met tout autour de cette cavité. Alors, dernier élément, si j'ose dire, parce que c'est pas le dernier, mais le dernier élément, c'est la capsule articulaire ou membrane fibreuse qui va entourer tous ces éléments dont on vient de parler, fermer l'articulation comme un manchon qui va s'insérer d'un côté sur l'os au ras des surfaces articulaires, passer la jointure entre les os et venir se terminer sur l'os en regard. Toujours, bien sûr, autour des surfaces articulaires. Donc, ce manchon, capsule articulaire, est formé d'une membrane fibreuse à l'extérieur et d'une membrane synoviale à l'intérieur, nous l'avons vu. Il est formé de 2 couches. Son insertion autour des surfaces articulaires va dépendre du mouvement. C'est ainsi que dans les mouvements de flexion-extension, pour ne pas gêner la flexion et l'extension, la membrane fibreuse s'insérera à distance en avant et en arrière de l'articulation de flexion-extension. Si l'on prend ici la scapulo-hémérale, voilà, on a cette membrane que nous voyons transparente s'insérer du côté de la scapula autour du labrum de la cavité glénoïdale et de l'autre côté sur l'humérus autour de la tête humérale. Et le cordon rouge que vous voyez passer, en fait, c'est le tendon de l'ombiceps qui a la particularité dans cette articulation d'être extrasynovial mais intracapsulaire. C'est-à-dire qu'il va passer entre les 2 couches membrane synoviale et membrane fibreuse. Alors, cette capsule, bien sûr, va fermer donc cette articulation. Cependant, elle va être elle-même doublée par des ligaments qui sont les ligaments fibreux de proximité qui sont la plupart du temps des renforcements de cette capsule, notamment au niveau de cette articulation scapulo-hémérale. C'est ainsi que l'on va trouver des ligaments, vous voyez, qui partent de la scapula vers l'humérus, alors qui ont plusieurs insertions, plusieurs formes, et qui maintiennent cette articulation et sa capsule. Dans cette articulation spécifique que nous montrons sur cette diapositive, qui est la scapulo-hémérale, nous n'avons pas de ligament au niveau dorsal, ce qui est une particularité. La membrane synoviale, nous en avons parlé, elle se trouve dans toutes les articulations mobiles, sécrète un liquide synovial dont la quantité va être variable selon l'articulation. On trouve 2 à 4 mm de synovial au niveau du genou. Ce liquide va permettre la nutrition des surfaces articulaires et sa lubrification et bien sûr favoriser le mouvement au niveau de l'articulation. Alors, cette membrane synoviale, parfois, va déborder l'articulation pour former ce que l'on appelle des bourses synoviales ou des récessus synoviaux, comme on le voit ici en bas. Ce sont des bourses synoviales qui vont venir s'interposer entre le muscle, le corps musculaire et l'os lui-même. Et on comprend bien que le jeu musculaire va être d'autant plus fluide et d'autant plus facilité que l'on aura ces bourses synoviales qui servent d'amortissement entre les fibres musculaires et l'os lui-même. Quand on a un récessus, au contraire, on a un récessus synovial et capsulaire qui va permettre lors des mouvements que le mouvement ne soit pas freiné par la tension de la capsule. Et vous voyez à droite que les cellules qui sont de véritables cellules sécrétrices de ce liquide synovial. Ces articulations peuvent se mouvoir grâce aux muscles qui feront l'objet d'un prochain cours. Je vous remercie.